Point Doc avec le soutien de Romande Énergie et la loterie Romande. Anticipons, innovons, mais gardons notre sang-froid. L'énergie gît sous nos pieds, nous fait fonctionner, encourage le mouvement. Notre action sert notre imagination. C'est pourquoi nous lui consacrons notre émission. En revanche, pas d'espoir, soyons réalistes avec l'or noir. C'est une ressource fossile, donc elle a vocation à se raréfier. À propos de l'énergie, certains sont visionnaires, d'autres patients. Enfin, les derniers, plutôt résignés. Ça va être le chaos. T'as l'hydrogène, pourquoi pas? J'attends que ça pète, puis voilà. En attendant l'apocalypse, nous aurons au bout de l'objectif des professionnels qui savent exactement ce qu'il faut faire. Il faut parler de petite hydraulique, de solaire, d'éolien. Et surtout des éducateurs qui adorent l'une de notre énergie la plus précieuse, le jeûne. C'est important de leur montrer comment faire pour consommer mieux. Justement, vous allez le consommer pendant toute l'émission. Il se sent investi d'une mission, il est gorgé de conviction. Son énergie est inépuisable, il dégage une puissance incroyable. Hyper concentré, super renseigné, toujours à l'affût, jamais malotru. Une prestation inégalée, un talent à sauvegarder. François Pommes et tous ses invités qui ne va sans trop se presser vous présenter. Bonjour à tous, la fin du pétrole était-ce si proche qu'on le prédit? Quelles seront les énergies du futur? Comment mieux vivre en consommant moins? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro de Point Doc consacré à l'énergie. Et pour commencer cette émission, merci d'accueillir nos trois invités sur le plateau. La première personne, c'est Daniel Brella. Bonjour. C'est le premier député écolo au monde à avoir été élu à un Parlement vert. Vous êtes également membre du parti des Verts. Et vous êtes très connu en Suisse pour vos très belles cravates avec des chats. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, la chanteuse Gialine, qui elle aussi a quelques mots à dire au niveau de l'énergie. Et enfin, André Gabiou, qui est notre jeune engagé. Il a 28 ans et il fait partie de deux associations, l'association ADER, l'Association pour le développement des énergies renouvelables, et l'association Sébasol. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Et puis bien sûr, le public Point Doc, dynamique, énergique et qui va pouvoir répondre et poser des questions pendant toute l'émission. C'est ça aussi le principe de Point Doc. Alors, on parle des énergies renouvelables et des énergies non renouvelables. Le pétrole, par exemple, c'est une énergie fossile, dite non renouvelable. On attend bientôt une fin du pétrole, mais pour quand? Et par quoi allons-nous le remplacer? Regardez cette enquête signée Chloé Petit, Nicolas Meyer et Rémi Devara. Le monde scientifique et l'industrie pétrolière s'accordent à dire que ce fameux pic pétrolier, où l'on produit moins de pétrole qu'on en consomme, on pense qu'il arrivera dans les années 2020 à 2030. Le pétrole. La nature aura mis des millions d'années à le fabriquer. Il aura par contre suffi d'une centaine d'années à l'homme pour en utiliser la majorité. Les années folles, les grosses voitures, c'est au pétrole que nous les devons, mais la fin est proche. La faute au gaspillage, à la mégalomanie des milieux économiques. L'homme est insouciant par nature et les milieux économiques n'ont pas montré le bon exemple. On privilégie tous les investissements à court terme, où la finance a changé les habitudes. Il faut avoir des rendements à court terme. Et donc, il faut avoir l'énergie la meilleure marché possible. Et on n'a pas fait les recherches nécessaires pour aborder ce grand problème de société qui sera celui de la substitution des énergies fossiles en énergie renouvelable et celui du début d'économies drastiques d'énergie. La Suisse consomme à elle seule quelques 12 millions de tonnes de pétrole par année. Ça fait beaucoup de zéros à remplacer par d'autres sources d'énergie. On peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Comment les besoins énergétiques de nos enfants vont être assurés pour que la vie continue? Ah, je n'ai pas la réponse, non, et je doute que quelqu'un ait la réponse aujourd'hui. L'humanité en général a montré qu'elle était extrêmement créatrice et innovante. Donc la question c'est comment va-t-elle assurer ses besoins énergétiques? Le pétrole est une source dominante aujourd'hui, il y a d'autres sources. Et je dirais qu'il faut faire feu de tout bois, il faut avoir toutes les bonnes idées de façon à préparer l'avenir. L'avenir justement appartient au monde politique et économique qui doivent permettre aux nouvelles technologies d'accéder au marché. Mais le temps presse. Bien entendu, on s'approche de l'échéance, c'est une ressource fossile, donc elle a vocation à se raréfier. Pour l'instant, on constate en tout cas que le prix augmente de façon importante et reste à un niveau élevé. Et on constate que la moindre tension sur ce marché, qui peut être politique, qui peut être technique,
contribue à nouveau à une nouvelle hausse. C'est plus une projection dans l'avenir qui alimente cette hausse qu'une réalité du marché, car aujourd'hui, il y a suffisamment de production pour assurer la consommation. Dans 150 ans, on s'en souviendra pas. En d'autres termes, toutes ces craintes ne seraient donc qu'une parano des consommateurs, selon les pétroliers. Pourtant, des alternatives commencent à émerger. À Étoile, dans le canton de Vaud, on produit depuis 10 ans du biodiesel à base de colza, une usine pilote, la seule en Suisse où tout démarre avec ses graines. Mais que veux-tu? Cette vis d'alimentation qui amène la graine à l'intérieur de cette presse, à l'intérieur de laquelle il y a une autre vis qui va compresser cette graine contre les corsets. Vous voyez. L'huile, après avoir passé dans la presse, va être filtrée. Donc on a 2 filtres à huile qui vont donner en somme de l'huile de colza alimentaire. Mais celle-ci, on va la transformer en carburant. Pour résumer, c'est donc de l'huile de colza améliorée que l'on risque de consommer dans le futur pour nous déplacer. Et ça marche. Là, vous avez une voiture qui donne la garantie. Donc c'est une voiture de série, j'insiste là-dessus. Donc elle sort telle quelle d'usine et peut rouler au biodiesel. Mais malheureusement, il y a beaucoup de motoristes qui ne donnent pas la garantie à 100%. La donnent avec certains mélanges, certaines proportions de mélange. Et là, on roule en pur, bien sûr. Montrez l'exemple. Mais pour l'heure, le biocarburant à base de colza n'est qu'un embryon de solution pour remplacer toute la consommation de diesel en Suisse. Un simple petit chiffre. Pour remplacer 5% du diesel, il faudrait déjà cultiver 75 000 hectares de colza, ce qui représente le quart des surfaces agricoles labourables en Suisse. Il faut être réaliste, quoi. Alors on pourra importer, mais même, je crois que si on prend l'ensemble du globe, je ne pense pas qu'on va pouvoir remplacer toute la consommation des énergies fossiles à base de pétrole par des biocarburants. Je ne vois pas comment on fera. L'usine d'Étoile est en plein développement, mais n'est pas encore à même de fournir son biodiesel aux particuliers. Mais elle reste un beau témoin de la créativité dont peut faire preuve l'être humain, créativité dont nous aurons tous besoin dans un futur très proche. Je pense que c'est à la jeunesse de réagir maintenant parce que c'est elle qui verra arriver les difficultés. Si les jeunes ne commencent pas à s'y intéresser maintenant, alors ils vont passer à côté d'une question très importante pour l'avenir de la planète. Alors on vient de le voir, les avis divergent énormément sur cette fin du pétrole. On va le remplacer peut-être, oui ou non, par des biocarburants. Quel est votre avis, vous, Gialine, sur cette fin annoncée du pétrole? Mais je pense de toute façon, ça va arriver, que ce soit demain ou quel que soit le délai. Il n'y aura plus de pétrole un jour ou l'autre. Il n'est jamais trop tard, trop tôt pour bien faire. Et c'est d'autant plus que si ça peut permettre à une énergie plus écologique d'être développée à large échelle sur le marché, il n'y a vraiment pas à hésiter, c'est vraiment un combat à mener aujourd'hui. Donc ce ne serait pas si mal que la fin du pétrole arrive, c'est ça? Ah bah évidemment. D'accord. Votre avis, André, sur la question? Oui, je pense tout à fait. Je pense qu'on est même déjà on est déjà même en plein dans le problème avec les guerres qu'il y a au Moyen-Orient pour le contrôle du pétrole, notamment. Oui. Donc pour moi, c'est pas demain que ça se passe déjà aujourd'hui. D'accord, mais enfin, la fin du pétrole n'est pas pour aujourd'hui. On voit qu'encore les réserves sont en quantité suffisante. Est-ce que bientôt, il n'y aura plus rien? Il n'y aura plus du tout de pétrole? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on découvre actuellement que les industries pétrolières exagèrent leurs réserves pour ne pas créer de panique, mais qu'en fait, leurs réserves sont plus faibles que ce qu'elles affirment. Donc, ça risque de nous venir dans la gueule plus vite que ce qu'on pense. D'accord. C'est vrai, ça, que, Monsieur Brella, que les industries pétrolières augmentent fictivement leurs réserves pétrolières pour ne pas créer de panique? C'est très difficile à apprécier. Il y a 10 ans, on disait exactement le contraire pour justement éviter des prix qui baisseraient encore plus. Ça change très très vite géopolitiquement. Ce qui est sûr, c'est qu'on parle de décennies. Est-ce que c'est 1, 2 ou 5? Soyons très prudents, on n'en sait rien. Voire un siècle, on ne sait pas. Un siècle, pas avec du pétrole classique, en tout cas pas. Et en tout cas pas avec le niveau de consommation actuel. Maintenant, c'est clair que les biocarburants démarrent très fort. Oui, on l'a vu dans ce reportage. On va jusqu'à 30% déjà de la consommation. C'est possible dans des États qui ont une proportion de terres agricoles très grande. La Suisse, comme vous le savez, a une assez grande densité. Mais finalement, si on en produisait un peu de ces biocarburants, c'est toujours mieux que de rien produire dans le domaine pétrolier qu'on achète entièrement à l'extérieur. Donc pour vous, c'est une bonne alternative d'aller vers les biocarburants? C'est qu'un bout de solution. C'est un bout de solution? C'est un bout de solution. Un bout de solution, c'est des technologies énergétiques efficaces. Oui. De plus en plus, on le voit arriver avec
Par exemple, même si c'est qu'en premier pas des véhicules hybrides qui consomment 2 fois moins que les précédents, il y a d'autres solutions, on ne va pas toutes les développer ici. On en verra quelques-unes. Un troisième groupe de solutions qui est incontestablement en train d'émerger fortement dans le monde, c'est les éoliennes spécialement milieu maritime. On va en parler à la fin de ça, cette émission. c'est aussi un groupe. Et un très grand espoir, mais qui n'est encore qu'un espoir à confirmer, c'est la géothermie. Tout ça, ce sont des énergies renouvelables. Oui. Et puis, bien sûr, il y a le non-gaspillage. On l'a déjà dit. Passablement de systèmes actuellement sont organisés pour qu'on puisse jeter très, très vite. Et puis jeter très, très Mais vite, tout c'est ça, beaucoup on va d'énergie. le voir, ce gaspillage, c'est une grande question. Alors, on parlait des biocarburants. On a ici sur le plateau des exemples. Alors ça, c'est de l'huile de colza. C'est l'huile qu'on a vue dans le reportage. Certaines voitures pourraient fonctionner avec de l'huile de colza. Ça existe dans certains pays. Bon, ça peut abîmer pour l'instant les moteurs. Mais voilà, ça pourrait être un carburant. Et d'ailleurs, c'est complètement comestible. Vous voulez goûter ? On peut de l'huile de colza. Oui. Je tiens juste pas vu mes autres rendez-vous pas pour en vous avoir tâcher. sur ma chemise. Mais c'est comestible, totalement. Mais indépendamment de ça, l'huile de colza est un créneau. Il y a un créneau qui est en train de se développer autour de l'ADER, donc M. Raymond, si j'ai bien compris, qui vise maintenant les betteraves. Il y a toutes sortes de créneaux qui commencent à se développer autour même du bois. Oui. C'est à savoir qu'est-ce qui va vraiment émerger le premier. Bon, j'ai toujours l'huile de colza dans les mains. Je vais proposer au public de le goûter pour bien montrer que c'est comestible et qu'on peut rouler avec ça. Tiens, tu veux goûter ? Faut pas boire, hein, c'est de l'huile quand même. Hein. Mais trempe ton doigt. Gourmande, t'en as pris beaucoup. C'est bon ? Oui, c'est très bon et c'est comestible. Vous verrez à la fin de l'émission, elle sera toujours là. Elle n'aura pas bougé. Donc ça, c'est les biocarburants. C'est peut-être une excellente initiative. Et alors, sur cette fin du pétrole, c'est vrai qu'on a dit dans Point Doc. Hein, Point Doc, le principe, c'est aussi que le public puisse réagir. Je crois qu'on a une question. C'est Tim qui va la poser. C'est sur cette fin du pétrole. Tim, qu'est-ce que tu voulais demander ? À qui d'abord tu voudrais t'adresser ? À Monsieur Brella, je voulais savoir si, en fait, c'était pas une bonne chose la fin du pétrole, puisque tout le monde dit que ça pollue. D'accord, alors voilà. On parle de la fin du pétrole, on dit en même temps que le pétrole peut polluer, on voit ces marées, etc., ces marées noires. Est-ce que finalement la fin du pétrole n'est pas une bonne solution ? Alors, ce sera une bonne solution si ça va quand même pas trop vite. Parce qu'une société s'est complètement inhibée de quelque chose, si le changement est trop brutal, elle regrette ses goûts. Mais il faut évidemment que ce soit le plus rapidement possible. Mais le plus rapidement possible, c'est aussi en décennie. Ce n'est pas en 5 minutes ou bien vous serez dans une économie de guerre inqualifiable que tous ceux qui appellent leur vœu se dépêcheront de refuser quand elle sera là. Donc tout ça, c'est sur une échelle de temps Mais c'est une échelle de temps qui est très proche. Et plus on va vite, moins on prend de risques. D'accord. Oui, André ? Je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la meilleure raison d'arrêter de consommer du pétrole le plus vite possible, c'est que ça cause l'effet de serre qui est en train de déséquilibrer le climat. D'accord. Et ce qu'on voit en ce moment qui est grave, je trouve, c'est que la consommation continue d'augmenter à cause de la croissance économique mondiale. Bien qu'on sensibilise les jeunes, de plus en plus tôt d'ailleurs, dès 6 ans, les jeunes peuvent être sensibilisés à ça. Bien qu'on sensibilise les jeunes, on continue à consommer autant de pétrole, c'est ce que vous dites ? Absolument, parce que les milieux économiques et politiques veulent encore une croissance économique continue, exponentielle. Alors, avec une situation comme ça, la consommation d'énergie ne peut qu'augmenter. Que ce soit du pétrole ou autre chose, du nucléaire, on n'aura pas de solution viable si la croissance continue. D'accord. Alors, peut-être qu'il y a des solutions alternatives. D'ailleurs, les jeunes ont beaucoup d'idées à ce sujet. Je vous propose de regarder ce micro-trottoir signé Jean-Marie Châtaignier, Kevin Schlosser et Rémi Devara. À ton avis, qu'est-ce qu'on fera quand on n'aura plus de pétrole ? On va prier. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le bateau, le vélo. On va prendre le vélo, puis c'est sympa, quoi. Étant donné que la plupart des sociétés pétrolières nous mentent sur l'état de leurs réserves, je pense qu'on va arriver à une crise beaucoup plus grande que celle des années 70. Alors que va-t-il se passer à ton avis ces prochaines années avec le pétrole ? Ça va être le chaos. Moi je pense que bientôt le pétrole il sera réservé à une classe dirigeante. Puis nous on n'aura plus de pétrole. Moi, je pense que Bush c'est un connard. Donc le pétrole j'aime pas. Voilà. Je pense que les voitures électriques ça va peut-être se développer. On pourra peut-être faire pas mal de choses avec l'électricité, l'énergie solaire, genre. Les voitures qui roulent à l'hydrogène, pourquoi pas. À
ton avis, comment seront les voitures dans 50 ans? Dans 50 ans, les voitures, je sais pas, peut-être à l'eau, fonctionner à l'eau, c'est bien ça, ou bien l'hydrogène. Est-ce que tu as des idées, toi, personnellement, pour l'avenir? J'attends que ça pète, puis voilà, c'est tout. Je pense que c'est la dernière solution avant qu'on s'écrase royalement dans le mur, quoi. Je remarque tous ces gens qui sont là en train de conduire leur voiture tout seuls à leur volant, il n'y a personne avec eux, ils prennent même pas des gens au pouce, quoi. C'est assez hallucinant. Donc tu penses qu'on est vachement égoïste? Ouais, ou bien en tout cas on se rend pas compte de la chance qu'on a, quoi. Éventuellement regarder pour s'arranger, aller directement à 4, 5 dans une voiture, vu qu'on va même dans la même direction. Faut regarder un peu plus loin que le bout de son nez et puis un peu, je sais pas, voyager. Moi je suis parti en Thaïlande, et au Laos, au Vietnam et au Cambodge. Donc ouais, là-bas c'est vrai que c'est quand même différent, on a un rapport qui est différent aux choses. Tandis que là il y a un peu tout qui nous est offert, il y a l'eau qui coule au robinet, elle est potable, on se douche avec de l'eau potable, enfin tout va bien, quoi. Alors on le voit, hein, ces jeunes ont des idées, ils sont parfois même un petit peu donneurs de leçons, parce qu'est-ce qu'ils appliquent réellement ce qu'ils sont en train de dire? Vous vous reconnaissez dans ces jeunes, Gialine? Mais plus ou moins, parce que je pensais aussi à ce que vous disiez avant en termes de sensibilisation à la fête de serre, à toutes ces choses-là. De plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes, mais d'une certaine façon aussi, maintenant il y a pléthore, on essaie de sensibiliser les gens pour tout et rien, il y a tellement que finalement je trouve que ça se perd dans la masse et on ne sait plus très bien. J'ai l'impression qu'il y a un peu un effet qui fait, il y a tellement entre les maladies, l'écologie, tout ça, alors on fait fit. Ouais. Et puis on est un peu noyé dans la masse. Et c'est vrai que moi, j'ai assez subi, en fait, avec le temps. Et maintenant, je commence à réaliser que finalement, ces histoires d'effets de serre, etc., c'est la terre, c'est sur quoi on vit, c'est la base. Et qu'au-delà, je veux dire, si un jour, on n'arrive pas à se retourner dans une situation, si l'effet de serre s'accentue trop... On le réalise, mais est-ce qu'on agit? Mais justement, je crois qu'on ne le réalise pas vraiment. On le réalise moi, pas je vraiment. commence honnêtement seulement. Je commence maintenant et j'ai vraiment quelque part honte de le dire, mais c'est vrai que pendant longues années, la vie est belle, on vit et puis tout nous est un peu dû. Et finalement, maintenant, je réalise plus le danger, je réalise plus aussi la chance qu'on a d'être là, de pouvoir rire, pleurer, souffrir, tenir une main, et que sans la terre et que sans cette possibilité de vivre sur ce sol, c'est juste pas possible. Et donc maintenant, je commence plus à ressentir cette urgence. Et je pense justement que la question du temps, c'est aussi une question importante parce que par rapport à tous ces dangers où on nous alerte, attention, j'ai l'impression qu'on se met vraiment à agir seulement pour quelque chose qui est soit très proche de nous en termes de territoire, soit de temps. Quand c'est trop loin, on se dit ouais bon ça arrivera. Vous êtes d'accord, ça Daniel? arrivera, Je vous vois hocher la tête. C'est ce qu'on appelle la pédagogie des catastrophes. Malheureusement, les gens réagissent quand ils sentent la catastrophe très proche ou quand ils viennent la voir. Il est encore temps de réagir là au niveau de l'énergie ou est-ce que c'est trop tard? Alors je pense qu'il est encore temps de réagir. Ceci dit, on n'a pas de preuve absolue en la matière du temps qui reste. C'est pour ça que je dis que plus ça va vite, pour le changement, mieux c'est. Et ces jeunes parlent de nouvelles énergies, les voitures à eau, etc. Vous êtes séduit par ce type d'alternative? Bon, il faut quand même que ce soit physiquement possible, parce qu'il y a quand même de ce qui a été dit. L'hydrogène, c'est un vecteur, il faut le produire, il faut énormément d'énergie pour. Et puis, nos amis qui vont en avion, ils ne savent peut-être pas qu'ils utilisent du kérosène. Nos amis, vous dites, vous ne prenez pas l'avion, Daniel? Non, il y en a un qui l'a dit, je l'ai eu pris 1 à 2 fois dans ma vie, mais assez peu. Vous voyagez avec quoi alors? Une voiture? Je voyage assez peu, et D'accord. puis il m'est arrivé pour des raisons professionnelles de voyager en avion, et même une fois pour des raisons touristiques. Mais indépendamment de ça, la question ici, c'est d'aller le plus vite possible en direction des énergies nouvelles. Alors, dans tout ce qu'on entend, il y a des choses justes et des choses fausses, parce qu'ils se brassent énormément. Je ne suis pas là pour faire la critique. Chacun a son avis en plus. Par exemple, vous parlez des énergies nouvelles, vous connaissez la mini-hydraulique? Bien André, sûr. oui, André, vous connaissez l'hydraulique, l'énergie hydraulique, hydroélectrique, mais la mini-hydraulique, vous savez ce que c'est? Oui, tout à fait. C'est le fait d'utiliser des cours d'eau pour faire des petites centrales au fil de l'eau, ou alors utiliser des eaux... des canalisations, des petites canalisations. Des petites canalisations, des petites chutes pour récupérer l'énergie, par exemple à la sortie des stations d'épuration. Exactement. Quand on rejette dans le lac. Et ça fonctionne. La preuve en image avec ce reportage. Oui. S'il y a une pente, évidemment, parce que s'il n'y a pas de pente, il n'y a pas de débit, donc ça ne peut pas faire tourner les hélices. Vous allez mieux comprendre en regardant ces images signées Kevin Schlosser et Claudio Artieda. Nous sommes ici à côté de la centrale de Moncheron, centrale appartenant à la société Romande Énergie, dans laquelle
est situé notre laboratoire de recherche en petite hydraulique. Ce laboratoire a pour but de faire du développement de petites turbines hydroélectriques. Pour pouvoir faire de l'énergie hydraulique, il faut avoir deux composants essentiels. C'est une dénivellation qui va donner de la pression et une quantité d'eau qui va pouvoir s'écouler dans une machine qu'on appelle turbine hydraulique. Alors voilà, ici nous avons la turbine qui est à proprement parler la partie centrale de notre laboratoire. Donc la turbine à proprement parler va commencer ici pour arriver à une partie que l'on appelle le distributeur. Le distributeur a pour fonction de mettre l'eau en rotation avant qu'elle n'arrive de la partie centrale de la machine qui contient la roue. Alors ici on a une roue de turbine Kaplan. Cette roue, c'est vraiment la pièce maîtresse que l'on a dans une turbine. C'est elle qui va transformer la pression et la vitesse de l'eau en rotation mécanique et ensuite entraîner la machine électrique et produire de l'électricité. Alors si l'on considère les énergies fossiles, les énergies non renouvelables, comme le pétrole par exemple, il y a une chose dont on peut être sûr, c'est qu'un jour il n'y en aura plus. Et dès lors, je pense qu'il est particulièrement important de réagir maintenant. Il faut profiter de développer les énergies renouvelables et de développer particulièrement la petite hydraulique quand on parle d'énergie renouvelable. C'est vrai qu'on pense tout de suite à des énergies comme le solaire, comme l'éolien. Et ce que je trouve dommage, c'est que finalement, souvent, on a des espèces de guerres de chapelle entre les différents types d'énergie, alors que si on veut développer les énergies renouvelables, il faut parler de petite hydraulique, de solaire, d'éolien. La petite hydraulique. Alors c'est une autre alternative. André, vous, quelle est la meilleure solution alternative au pétrole? Alors, sans hésiter, je dirais les économies d'énergie. D'accord. Il n'y a pas d'énergie alternative, c'est économiser d'abord. Économiser d'abord, parce que l'énergie la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ouais. Donc c'est le plus intelligent à faire en premier. Et ensuite, comme il s'est dit dans le reportage, il faut une combinaison de diverses énergies renouvelables et non polluantes. Vous le faites concrètement chez vous? Oui, j'ai des panneaux photovoltaïques sur mon toit. On va en parler, mais j'ai aussi appris que vous aviez par exemple un système très particulier que je ne connaissais absolument pas, les toilettes sèches. Comment ça fonctionne? Tout à fait. Alors, le principe, c'est de faire du compost à base de ces excréments en les mélangeant à de la sciure, c'est-à-dire que de la sciure de bois et des copeaux de bois, c'est-à-dire qu'on ne mélange plus les excréments avec l'eau, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus... Il n'y a pas d'eau utilisée pour dans la chasse, d'accord. Parce qu'il faut savoir qu'on utilise entière de l'eau des ménages, donc de l'eau potable dans la chasse d'eau. Oui. Et ensuite, après, en plus, il faut la dépolluer. D'accord. Donc vous, la solution, c'est ces toilettes sèches. C'est hygiénique, ça fonctionne. Est-ce que c'est répandu? Parce que pour l'instant, c'est assez anecdotique. Ça fonctionne bien, tout à fait. C'est une manière de se réintroduire dans un cycle biologique de manière intelligente. Et malheureusement, c'est encore très peu répandu parce qu'on a des tabous par rapport à... Culturellement, effectivement, les toilettes, l'eau qui coule, tout ça, ça fait partie d'une idée d'hygiène. Alors on pense toilettes sèches, on se dit peut-être que ça va pas fonctionner. En tous les cas, merci d'avoir répondu à ces questions. Vous avez abordé les énergies renouvelables qui ont peut-être des avantages, mais elles n'ont pas que des avantages. Nous, sur le plateau, on a un chroniqueur qui vient à chaque fois et qui est là pour dire le contraire de ce qu'on pense. Et il a peut-être des informations sur les énergies renouvelables qui ne seraient pas si positives que ça. C'est le chroniqueur Sylvain. Regardez. Bonjour Sylvain. Bonjour François. Alors les énergies renouvelables ne seraient pas si bien que ça finalement? Eh oui, enfin en tout cas ne doutez pas de mon éco-citoyenneté, mais c'est vrai que depuis le début de l'émission, on parle d'énergie verte, de carburant vert.
Moi, je suis là effectivement pour vous dire que toute cette verte attitude n'est peut-être pas si rose. Pourquoi? Premier problème, on aura un manque de place. Sachez que pour produire 50 millions de tonnes de carburant vert, il faut que l'on mobilise 3 à 4 fois plus de terres agricoles que l'on en a aujourd'hui. Et je ne compte pas évidemment les terres qu'il faut garder pour les cultures alimentaires. Donc très vite, on aura un problème de place et une concurrence entre les biocarburants et la filière alimentaire. Sylvain, au Brésil, on voit que c'est possible, puisqu'ils produisent la canne sucrière, ils en font de l'éthanol. Oui, mais moi je suis dans le cas où on développe à grande échelle, à l'échelle de la planète, donc on aura un problème quand même de place à ce moment-là. Deuxième aspect négatif, la consommation d'énergie. À partir du moment où l'on plante et jusqu'à votre réservoir, il y a une série d'étapes. Et ces étapes, elles consomment de l'énergie, que ce soit pour la fabrication des engrais, que ce soit pour l'utilisation des engins agricoles ou tout simplement le traitement de la récolte obtenue. Troisième bémol, la pollution. Et oui, production intensive sous-entend engrais et insecticides, pesticides, etc. Voilà, donc plus grande pollution des sols et des nappes phréatiques. Et puis enfin, dernier effet pervers, l'émission de gaz à effet de serre. Et oui, ce n'est pas réservé qu'au pétrole. Les biocarburants produisent du CO2, alors certes en quantité moindre, mais ils produisent quand même du CO2 et puis des gaz, on va dire un peu plus mineurs. Mais en tout cas, penser que le salut de la couche d'ozone va venir de la généralisation de ce système, c'est aller bien vite en besogne. Donc on l'aura compris, les enjeux engendrés par ces biocarburants font quand même un petit peu tache d'huile dans le paysage écologique aujourd'hui. Et puis si on y regarde de près, les biocarburants sont avant tout un problème de politique agricole, de répartition des terres, avant d'être un problème d'enjeu d'ordre écologique. Alors, on va être sympathique, on va ménager les nerfs de notre ami Nicolas Hulot, et on va commencer par faire des économies d'énergie et par être moins dépendant du pétrole. Ce sera, je pense, un premier pas avant de pouvoir envisager, je ne sais pas, la voiture aux céréales ou bien le scooter à la lavande. Oui, donc Sylvain, il faut économiser de l'énergie, il faut arrêter l'éclairage, donc on éteint le plateau et on s'éclaire à la bougie. On consomme beaucoup aujourd'hui. Et on ne vous verrait plus si on s'éclaire sur le plateau. Voilà. Merci beaucoup Sylvain, vous pouvez l'applaudir. Merci pour cette chronique. On ne vous retrouve pas en fin d'émission, surtout si c'est pour nous annoncer des nouvelles aussi négatives. D'ailleurs, je vais demander à nos invités qu'est-ce que... Oui. Mais je voudrais revenir parce qu'on veut absolument faire tourner autour de l'économie d'énergie, mais il faut malheureusement aussi de l'énergie. Il ne suffit pas d'en avoir de l'économie, sinon il n'y a rien qui se passe. C'est des principes de base de la physique. Face à ce qui a été dit avant, il y a un certain nombre de choses, juste un certain nombre d'erreurs. Je vous voyais sourciller au moment oui, parce que je suis physicien et je sais à peu près de quoi il s'agit. Alors dites-moi, dites-nous. La situation ici, tout d'abord, bien sûr que si vous allez avec la biomasse, vous aurez des gaz à effet de serre, parce qu'il va y avoir du CO2 qui va sortir ou des choses de ce genre. Seulement, du moment qu'il s'agit d'un cycle naturel de biomasse, vous allez avoir un recyclage de tout cela, parce que, par exemple, si vous avez des forêts, que vous utilisez ça pour produire de l'énergie et puis que vous continuez à planter du bois qui repousse, vous avez un cycle naturel, c'est-à-dire un cycle fermé sans dégagement global supplémentaire. Parce que les forêts consomment le CO2 nécessaire. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Des exemples, un premier exemple. Ensuite, personne n'a dit qu'il fallait faire du 100% avec les technologies type biocarburant. Mais si c'était déjà du 10-20%, ce serait déjà un bout de solution. Je voudrais vous dire que si vous prenez l'éolienne qui vient de se construire en Valais, si vous en mettez 4 comme ça, c'est la consommation d'électricité de la ville de Saint-Maurice. Il y a des pays en Europe, en milieu maritime, qui sont en train de s'approcher de 30% d'ici 10 ans de leur électricité sans avoir économisé. Donc, ils pourront plus économiser. Mais c'est pour montrer 30% de leur consommation d'électricité qui sera produite par éolienne. Et si vous regardez, c'est quelques éoliennes à 400 km des côtes où il n'y a ni concurrence de la production de nourriture, ni autre chose. Donc, moi, j'ai la conviction absolue qu'on peut boucler le cycle. Ma seule crainte, c'est est-ce qu'on ira dans 30 ans tellement loin qu'on se remettra à gaspiller. Mais par contre, ce qui est nécessaire, c'est de passer le cap entre-temps, parce que si on n'a rien fait, qu'on a cassé du pétrole, et il y a bien sûr du gaz naturel, voire du charbon, avec toutes les problèmes de pollution que ça pose, mais on se met dans des cycles où on ne sort pas de la problématique actuelle. Donc il faut sortir de ce cycle, franchir un cap. Et sortir de ce cycle implique à coup sûr, dans un premier temps, des économies d'énergie, en rythme optimum, le développement d'autres choses, et peut-être cette autre chose, hélas, un jour, permettra le gaspillage, mais on n'est pas là. On n'en est pas là. Est-ce que vous êtes d'accord, André ? Je suis d'accord, mais je veux surtout ajouter qu'une condition pour arriver... Ce dont il faut sortir, à mon avis, notamment, c'est de la croissance continuelle de et la consommation, l'économie. Donc de la consommation. Oui, mais plus de croissance, c'est récession.
Si on n'est plus en croissance, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Il va surtout falloir apprendre à s'organiser autrement, à vivre ensemble autrement, pour avoir moins besoin de consommer et tout de même vivre bien. D'accord. Alors on voit tout ceci suscite un débat, oui. Il y a plusieurs types de croissance, on est en train de les mélanger. Il y a une croissance de type toujours plus de gadgets, toujours plus de production de choses qui durent toujours moins longtemps. C'est 100% les effets décrits. Il existe aussi des croissances qualitatives. Par exemple, dans toute la société des loisirs, pas là où il y a les 150 décibels, mais toutes sortes de professions qui se avec des jeunes, là, hein. Mais ça consomme l'énergie, j'y peux rien. Ah oui, c'est important les loisirs, on peut pas... mais toutes sortes de professions qui sont en train de se développer, par exemple autour de l'informatique, d'Internet, ou encore du bien-être. C'est ce que vous dites? Ou encore du bien-être, sont des choses qui consomment extrêmement peu d'énergie. Ah, d'accord. Et là-dessus, vous ne pouvez pas traiter de la même manière une valeur économique ajoutée de ce type ou une valeur économique ajoutée conduisant à un gaspillage toujours plus grand. De plus en plus, il faut tendre à découpler une éventuelle croissance qualitative d'une croissance liée à une augmentation de la consommation d'énergie. Ouais. Et ça, c'est possible, mais c'est aussi un très gros défi qui vaut largement une émission. Bien sûr, c'est des questions économiques qui sont un peu plus complexes. Mais en tout cas, on voit ça suscite débat, toutes ces énergies renouvelables, ces biocarburants, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas là moyen pour ces jeunes de s'engager, de trouver des métiers? Est-ce qu'il existe d'ailleurs des métiers prometteurs dans le futur et des formations porteuses pour ce c'est type de... surtout dans le domaine des économies d'énergie, autour du bâtiment et tout, qu'on a certains espoirs. On était dans les premiers autour de l'école polytechnique avec certaines techniques éoliennes. Comme d'habitude, on a préféré investir dans la spéculation en Suisse et dans l'immobilier. Maintenant, ça se fabrique. C'est une réalité. C'est une réalité. Malheureusement, j'espère que ce ne sera pas le futur, mais c'est en tout cas le passé. Vous savez, par exemple, que les premiers ordinateurs étaient là 3 ans avant à l'EPFL de ce que Steve Jobs aux États-Unis, mais ici, il n'y avait pas de capitaux. Enfin, je ne vous raconterai pas le passé de ce pays qui a beaucoup de gens qui ont des idées. Mais concrètement, pour ces jeunes, est-ce qu'il existe des métiers, Daniel? Alors, il existe des métiers clairement autour du bâtiment. Les éoliennes, c'est de très grande fabrication. L'imagination, aider soi-même à avoir des techniques qui améliorent la chose, c'est aussi possible. Autour des biocarburants, il y a aussi des métiers. Par exemple, dans l'agriculture, je connais un agriculteur à Froideville qui est en train, à cause de la nouvelle politique agricole, comme ça a été dit, qui a des côtés aberrants, puisqu'il y a la grosse traduction avec la nourriture. Ces métiers impliquent un engagement de toute façon. Mais qui va produire du gaz naturel pour le réseau local à partir de maïs. Oui. Enfin, il y a toutes sortes de cas qui existent, mais il n'y a pas non plus de miracle. C'est l'ensemble des activités de la société. Et il faut s'engager. André, est-ce que votre engagement, c'est pas une bataille au quotidien finalement? Parce qu'on voit, on se heurte à plein de choses, qu'elles soient politiques, des questions politiques, des questions économiques, questions culturelles. Je pense que si on a une certaine conscience des problèmes et qu'on a les moyens de faire quelque chose, et qu'on se dit que je peux faire quelque chose, on se rend compte qu'on a plus de pouvoir que ce qu'on pense. En s'engageant. Et donc, je pense que c'est normal. Enfin, c'est important de le faire. Et pour moi, ça devient une bataille, mais je pense que chacun peut apporter. Chacun voit ce qu'il peut faire s'il admet juste le principe qu'en devenant actif et pas passif, en déléguant pas juste à des politiciens, là, on peut acquérir soi-même. Une petite attaque aussi, mais moi, je fais effectivement, les deux. vous faites les deux. Et Gialine, vous, en tant qu'artiste, vous auriez envie de vous engager? Mais je ne sais pas, en tant qu'artiste ou en tant qu'humain, en tant qu'artiste, c'est pas vraiment ce qu'on peut amener, si ce n'est peut-être d'informer, vu que je réalise qu'il y a plein de choses aussi quand il parlait des toilettes sèches. Bon, je ne vais peut-être pas faire une chanson sur les toilettes sèches, mais... Non, dire que... c'est pas la question. mais il y a quand même, je sais pas, en matière d'information, on ne sait pas effectivement toutes les possibilités. Et là, c'est vrai que ça rejoint ce que vous dites. Je pense que quand on devient actif, on commence à réaliser tout ce qui est possible de faire. D'accord. Puis au quotidien, cela dit aussi, je pensais aux petites choses toutes bêtes, ne serait-ce que de ne pas laisser allumer partout, de faire 18 machines à laver. Ouais, ça, c'est le b.a.-ba. Mais le b.a.-ba, mais qu'on ne fait pas. Vraiment, moi-même, la première d'ailleurs. De se former jeune, c'est très important. Nous avons rencontré une association, c'est l'association Terawatt, qui, elle, forme les élèves à l'économie d'énergie et fait découvrir aux élèves, en fait, des énergies renouvelables. Regardez ce reportage signé Chloé Petit et Nicolas Meyer. Économiser l'énergie, ça s'apprend aussi à l'école. L'État de Genève donne la parole à ses élèves et écoute leurs solutions pour diminuer les émissions de CO2 dans les bâtiments publics. Donc ce qui t'a frappé, c'est le confort des États-Unis. Notre objectif, c'est que chaque
élève, chaque petit Genevois a été au moins une fois impliqué dans un processus de gestion durable des ressources énergétiques et qui fasse boule de neige. C'est important de leur montrer comment faire pour consommer mieux, consommer moins d'énergie. Mis bout à bout, tous ces petits gestes représentent des gisements d'économie d'énergie très, très importants au sein d'une population. Et dans ce projet orchestré par l'association TerraWatt, les idées fusent. Le but est bien de faire comprendre aux élèves et à leur entourage que de ménager les ressources énergétiques, c'est pas bien compliqué. Il y a vachement beaucoup de gaspillage dans l'école et on pourrait remédier. Par exemple, les radiateurs dans le couloir, ça sert à rien que ce soit trop chaud. Il fait trop chaud dans les couloirs et ça sert à rien. Dans chaque tube néon, il y en a 2 là, dans chaque lumière. Et on pensait en enlever un et puis ça changerait pas beaucoup parce que ça ferait assez de luminosité. Éteindre les lumières, c'est pas compliqué, je veux dire. Et il y a aussi les rétros, il y a une touche d'économie d'énergie qu'aucun prof utilise. On a besoin quand même d'un certain confort. En fait, on l'utilise au quotidien, toutes ces énergies-là, et puis si on les a pas, ça nous ferait quand même un manque qui fait qu'on y est habitué. Genre le pétrole, il n'y en aura plus, donc c'est pas renouvelable les ressources, donc faut pas trop utiliser bêtement. Le pétrole, justement, ces ressources s'épuisent et les élèves s'en inquiètent. On leur fait donc découvrir des alternatives comme le biodiesel ou l'énergie solaire, gratuite pour tout le monde, et leur application concrète. Ça peut paraître symbolique, mais ça marche. Durant les cours, les élèves construisent des mini-bolides solaires et la sensibilisation se termine par une course sur le terrain de basket de l'école. Elle doit franchir 20 mètres. Donc ce départ sur la ligne jaune ici et arriver sur la ligne jaune de l'autre côté. C'est un prétexte pour les introduire dans cette logique de chaîne de conversion énergétique que nous utilisons tous les jours, du chauffage, de l'éclairage. Ils doivent construire cette chaîne du captage d'énergie primaire jusqu'à la prestation, jusqu'à la course elle-même, et chercher à minimiser les pertes, à diminuer les gaspillages d'énergie, à accroître l'efficacité énergétique de leur bolide pour gagner cette course. Bon, c'est rigolo, ça roule vite et surtout ça change d'un cours de physique habituel. Mais de là à savoir si les idées écolo véhiculées par ces bolides sortiront du préau de l'école, le doute persiste. La parole aux actes, c'est toujours un peu un mystère. On sait beaucoup de choses. Est-ce qu'on va toujours agir en fonction de ce qu'on sait ? Oui, je garde espoir et je pense qu'ils sauront poser les bases d'une société qui n'est pas forcément axée sur une consommation maximum, mais plutôt axée sur un bien-être. Gare aux gaspilleurs, la génération des éco-citoyens est déjà en route. Voilà donc des excellentes initiatives, mais qui suscitent quand même quelques questions. Une question dans le public. Florence. Donc en fait, je me demandais combien ça coûte une installation solaire de Alors c'est panneaux peut-être une question photovoltaïques. pour André, lui qui est spécialiste. Ah bon, une pardon. installation donc, de panneaux solaires, combien coûte un panneau solaire par exemple ? Pour ce qui est de l'électricité, le courant coûte en tout cas plus cher que le courant qu'on a actuellement dans le réseau. Donc le courant d'origine nucléaire. 80 centimes le kilowattheure maintenant. Ça s'est baissé un peu. Pour le nucléaire ou pour les... Non, pour le solaire. Pour le solaire. Le nucléaire, ça dépend ce qu'on compte dedans. Si on compte traitement des déchets, ça monte très vite. Mais par exemple, quand on regarde 1 mètre carré de panneaux solaires, c'est du silicium, c'est ça ? Oui. 1 mètre carré, combien ça coûte ? La ville de Lausanne, par exemple, vend des kits 1 mètre carré avec un onduleur intégré pour 1000 francs. Pour 1000 francs, et avec 1000 francs, on peut produire de l'électricité pour sa maison, son appartement, ou c'est pas suffisant ? Non, ça fait juste une partie de sa consommation. Et donc là, on arrive vraiment à un débat, c'est encore cher. Hein, donc on est de l'ordre d'un peu plus de 100 kWh avec ça. D'accord. Mais par contre, ce que je trouvais plus intéressant, c'est de faire du chauffage avec l'énergie du soleil. Utiliser le soleil pour chauffer de l'eau, pour chauffer de l'eau et chauffer les locaux. Oui. Et là, ça revient nettement moins cher. Et aussi, on a la possibilité de soi-même participer à l'installation, ce qui fait qu'on connaît la technique et que ça fait encore baisser un peu le coût. D'accord, la réponse vous 15 à 20 satisfait ? centimes le kilowattheure, c'est-à-dire moins que l'électricité, plus, mais pour combien de temps encore que le gaz ou le pétrole ? D'accord. Vous trouvez intéressant et important, vous, de vous engager, des associations qui s'engagent comme ça en milieu scolaire, vous trouvez que c'est nécessaire ? Parce que c'est pour se donner bonne conscience, finalement. Non, je pense que TerraWatt touche très juste, parce que déjà, ça agit sur la prise de conscience au moment où on grandit, c'est très important. On peut parler du nucléaire, parce que c'est un vaste débat, mais est-ce que c'est à développer, à réduire, à améliorer
Qu'est-ce que vous pensez, vous, du nucléaire? Vous êtes vraiment anti-nucléaire, tous les trois. Gialine, par exemple. Oh, alors moi, je laisserai répondre plutôt Les ceux qui experts. les experts, oui, alors dans ce terme-là. Daniel? Alors moi, je me suis illustré depuis au moins 30 ans dans le combat antinucléaire. D'accord. Pour le reste, les gens qui affirment que le nucléaire représente une solution, ils oublient juste de dire que les réserves sont 10 à 20 fois plus faibles que celles de pétrole ou de gaz, et que quelque part, ça revient à vouloir remplacer, je parle énergétiquement, je ne parle pas des dangers, à vouloir remplacer quelque part un éléphant par un chat, puis j'en ai un sur ma cravate pour faire le même boulot. Ce qui est très difficile. Vous êtes d'accord, André? Oui, je rajoutais que le principal problème du nucléaire, c'est le danger d'accident nucléaire, qui est quelque chose de totalement... C'est juste inacceptable qu'on ait créé ce danger. On n'aurait même pas dû créer le nucléaire, mais on serait où maintenant sans nucléaire? Alors, on consommerait moins, parce que ça a permis d'augmenter la consommation. On n'aurait pas de déchets nucléaires dont on ne sait pas que faire. On n'aurait pas eu d'accident de Tchernobyl, ni de pollution autour des centrales ou des centres de retraitement des déchets. Et maintenant, le problème politique qu'il y a, c'est que l'économie a tellement investi dans le nucléaire que maintenant, le lobby nucléaire ment effrontément sur la réalité. Vous pensez qu'on nous ment sur le nucléaire? Absolument. Alors, les gens qui ne veulent pas scier la branche sur laquelle ils sont assis ou perdre leur argent sont actuellement en train de mener une propagande mensongère par rapport au danger du nucléaire qui reste totalement réel. On a par exemple vu quand il y a eu le tsunami, ça a non seulement fait remonter des déchets radioactifs qui avaient été exportés illégalement en Somalie à la surface, mais en plus ça a inondé en Inde plusieurs centrales nucléaires dont on ne sait pas quelles ont été les conséquences de ces inondations. Alors ça c'est un vaste débat, mais la question que je vous poserai... Oui, Gialine? Non, je disais juste que c'est rageant, parce que quelque part aussi dans toutes ces histoires de pétrole et tout ça, il y a toujours... on ne sait jamais vraiment, finalement. Où on en est, est-ce que les pouvoirs publics ne nous cachent pas quelque chose? Aussi, quand on regarde l'historique de Tchernobyl, ça fait quand même hurler, quoi. Le pétrole, c'est plutôt des pouvoirs privés, mais c'est égal. C'est égal. Enfin, oui. En tous les trois, j'ai envie de vous poser une question finale à laquelle on a envie d'avoir une réponse. Finalement, quelles sont vos prévisions pour le futur? Gialine? Mais moi, les prévisions scientifiques, je vais les laisser à faire aux personnes... qui sont mieux placés que moi pour le faire. Moi, j'ai plutôt envie de parler vraiment du présent. Effectivement, on sait tous les risques qu'il y a, on sait tous... mais effectivement, il y a une prise de conscience à faire au quotidien. Et même, je me dis, parfois, ça peut paraître un peu grand. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'on peut, on peut faire tellement de choses, par où commencer? Et ça peut commencer par des petites choses, effectivement, en termes d'économie, de choses toutes bêtes, comme je disais avant. À son échelle. À son échelle, éteindre la lumière, etc. Éviter de consommer trop d'eau chaude, enfin, toutes sortes de choses au quotidien qui sont finalement pas de si grands efforts et auxquels on peut s'habituer. André, prévision pour le futur? Il y a un jeune qui disait dans le micro-trottoir j'attends que ça pète. Ça va péter? Alors, je pense qu'effectivement, le futur va être très difficile parce que le mode de vie qu'on a actuellement, on ne va pas pouvoir le garder, d'une part, en tout cas au niveau où il est actuellement, et en plus, les milieux qui profitent, ou les gens qui profitent de l'économie telle qu'on la connaît, ils n'ont pas envie d'abandonner leurs privilèges. Donc, c'est économique encore tout ça. Voilà, et c'est social aussi. Parce que socialement, on est très dépendant de nos consommations et de notre travail. Et donc, moi, ce que j'espère, c'est que les gens vont arriver à s'organiser autrement, à lutter dans des associations qui peuvent créer un contre-pouvoir par rapport aux gens privilégiés dont je parlais. Pouvoir public, pouvoir privé. Voilà, exactement. Je pense qu'il ne faut pas attendre qu'on soit sauvé par une technologie miracle. Il ne faut pas attendre que le gouvernement ou Superman vienne nous sauver. Mais il faut prendre conscience. Ça, c'est clair, c'est le message qu'on a bien entendu. Un peu peur quand même ça, parce qu'en même temps, on est tous tellement ancrés dans notre petit confort que je me demande comment faire en sorte de faire réagir les gens. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'en même temps, on a tendance quand même à se dire, bon ben, ils vont gérer, et puis nous... Et c'est en parlant avec ce type d'émission, ce type voilà, de prise de conscience qu'on bravo de le faire. Évidemment, mais merci. Daniel Brella, votre avis, vous, sur la question, notre avenir, notre futur? Alors tout d'abord, je tiens à préciser que en partageant totalement la philosophie sur le fond de ce qui vient d'être expliqué,
je ne peux pas souhaiter un avenir aussi brutal à la société parce que je sais quel genre de forme de fascisme ou de guerre du type ce qu'on voit dans l'Est en ce moment, du côté des États pétroliers, ça peut générer. Et c'est là que je dis que ceux qui pensent souhaiter que ça crée un changement du type tout pété, si ça pète vraiment, ce ne sera pas les plus heureux en général. Maintenant, concrètement, donc, ça veut dire qu'il faut, comme je l'ai dit, aller le plus vite possible. Il y aura encore du pétrole quelques années, quelques décennies. Il faut surtout que ça tende à décroître et pas à croître. Il y aura une transition en partie par des choses type gaz naturel. Mais l'avenir réel, à 10, 20, 30,